Elle a transformé son mari en squelette pour devenir riche. Depuis leur enfance, Amina et Kenza étaient inséparables. Elles avaient grandi dans le même quartier populaire de Libreville, partageant leurs secrets, leurs rires et parfois même leurs repas dans une seule assiette. À l'école primaire déjà, on les appelait les jumelles, tant leur complicité était forte. Quand l'une tombait malade, l'autre ne quittait pas son chevet. Quand l'une avait un problème, l'autre se sentait concernée comme si c'était le sien. Avec le temps, elles grandirent et durent affronter la dure réalité de la vie. Les diplômes en main ne leur avaient pas ouvert les portes d'un emploi stable. Alors, un soir, assises sous un lampadaire du quartier, elles se firent une promesse: on ne va pas rester les bras croisés. On va se débrouiller, vendre quelque chose, réussir ensemble. Le lendemain, elles commencèrent par vendre de petits bijoux et quelques pagnes achetés chez des grossistes du marché de Nkembo. Au départ, ce n'était pas grand-chose, 2 pagnes, 3 colliers posés sur une natte. Mais leur sourire, leur énergie et leur sens de la persuasion attiraient les clientes. Petit à petit, elles se firent une place au milieu des autres vendeuses. Très vite, Amina prit goût au commerce itinérant. Elle voyageait au Bénin, au Togo et même jusqu'en Chine. Elle passait des nuits entières dans les bus, négociait âprement dans les dépôts, dormait parfois à même le sol dans des chambres d'hôtel bas de gamme. Mais elle était fière, elle rapportait de belles marchandises et réussissait à ouvrir une petite boutique au centre-ville. Kenza, quant à elle, restait à Libreville. Elle n'aimait pas voyager, encore moins passer des nuits entières loin de ses enfants. Pourtant, chose étrange, son commerce prospérait bien plus vite qu'Amina ne l'aurait imaginé. Alors qu'Amina revenait fatiguée de ses voyages avec quelques sacs, Kenza recevait des conteneurs entiers. Ses pagnes et ses bijoux remplissaient son magasin au point de déborder. Ses prix étaient imbattables, comme si elle les avait achetés directement à la source. Au début, Amina pensait que son amie avait trouvé un fournisseur miracle. Mais plus le temps passait, plus elle s'interrogeait. Comment Kenza pouvait-elle, sans voyager, concurrencer celle qui se déplaçait jusqu'en Chine? Cette question commença à la hanter. Un dimanche soir, comme convenu, Amina et son mari prirent leur voiture pour se rendre chez Kenza. La cour était animée, des enfants jouaient, le mari de Kenza discutait tranquillement avec des voisins. Rien ne laissait présager de choses étranges. Après les salutations d'usage, Kenza s'approcha d'Amina et lui dit à voix basse: « Ma sœur, ce soir, il y a une réunion très importante. Si tu veux comprendre comment je réussis, viens avec moi. » Amina fronça les sourcils. Une réunion? À 23h? Mais son ami insistait. Même le mari de Kenza intervint calmement: « Tu n'as rien à craindre. Tu veux progresser? Alors accompagne-la, ce soir tu verras de tes propres yeux. » Un peu troublée, Amina accepta. Vers minuit, elles quittèrent la maison à bord d'un gros 4x4. La voiture roula silencieusement jusqu'à la rivière Lalala. Là, Kenza sortit de son sac une boîte d'œufs. « Avant chaque réunion, on doit jeter 6 œufs dans l'eau. C'est la règle. Comme tu es nouvelle, commence toi-même. » Amina hésita, mais sous le regard insistant de son ami, elle lança un à un les œufs dans l'eau sombre. Au dernier, un frisson lui parcourut le corps. En un clin d'œil, elle ne se trouva plus au bord de la rivière, mais dans une vaste clairière entourée de femmes. Des dizaines, peut-être des centaines de mamans vêtues de pagnes, assises en silence. Au centre, une voix de femme s'éleva. Pourtant, personne ne parlait. C'était une voix mystérieuse, résonnant comme dans des haut-parleurs invisibles. Elle donnait des instructions, ordonnait aux anciennes d'un côté, aux nouvelles de l'autre. Amina, ébahie, suivit le mouvement. On les fit prier dans une langue inconnue, puis on les mena devant une table où une femme muette écrivait les noms. Quand vint le tour d'Amina, la voix invisible s'adressa directement à elle. « On va te donner une poussière. En rentrant, tu la mettras dans l'eau et tu la feras boire à ton mari. Ne t'inquiète pas, il ne sentira rien. Après cela, tu recevras ton premier conteneur. » Amina sentit son cœur battre à tout rompre. Tout devenait étrange, irréel, mais la curiosité et le désir de réussir la poussèrent à accepter. Cette nuit-là, son destin venait de basculer. Les premiers mois furent euphoriques pour Amina. Comme promis, un énorme conteneur arriva, rempli de pagnes, de bijoux et d'objets qu'elle n'aurait jamais pu se payer seule. Son mari, qui avait pourtant toujours été maladroit dans les affaires, conduisait désormais de gros camions comme un professionnel. Ensemble, ils déchargeaient des tonnes de marchandises. Les boutiques débordaient, les clients affluaient, et les bénéfices se multipliaient. Amina se sentait enfin libre, riche, admirée. Les années passèrent. Chaque mois, un nouveau conteneur arrivait, comme par enchantement. 6 ans de prospérité ininterrompue. Mais à la 7e année, les choses changèrent. Lors d'une réunion au bord de la rivière, la voix invisible se fit plus grave, plus autoritaire. « Amina, cela fait 6 ans que nous te servons. Tu as mangé seul tous les bénéfices. À présent, c'est ton tour de nous servir.
tu nous dois un sacrifice. Un frisson glacial parcourut son dos. Elle osa demander. Quel sacrifice? Qu'allez-vous prendre? La voix répondit sèchement. Ne pose pas de questions. À la 7e année, tu devras nous donner quelqu'un. Depuis ce jour, Amina ne trouva plus la paix. À la maison, son mari avait changé. Chaque minuit, il répétait la même phrase d'une voix froide. Bébé, il est minuit. Je dois partir. Puis il quittait la chambre, docile, sans explication. Et une nuit, alors qu'elle dormait, elle sentit une main glaciale se poser sur elle. Elle se retourna, et faillit hurler. Ce n'était plus son mari. À sa place, un squelette aux os blanchis, rigide, qui la touchait doucement comme pour l'apaiser. La voix résonna dans son esprit. Depuis tout ce temps, tu dors avec la mort. Ton mari véritable est prisonnier de l'autre côté. Ce que les autres voient, c'est une illusion. Mais toi, désormais, tu verras la vérité. Dès lors, Amina vécut un cauchemar éveillé. Ses enfants voyaient toujours leur père normal, souriant, vivant. Mais à ses yeux, il n'était qu'un squelette ambulant. Elle ne pouvait en parler à personne, même pas à ses enfants. Chaque réunion, la voix répétait qu'elle devait se préparer. Chaque année, tu donneras un homme. C'est la loi. Quand Amina rendit visite à Kenza, elle découvrit l'horreur, son amie aussi vivait avec un squelette. Son mari, ses fils, tous transformés. Amina comprit alors qu'elle n'était pas la seule piégée, et que son tour approchait. La 7e année arriva comme une épée suspendue au-dessus de la tête d'Amina. Les nuits étaient devenues insupportables. Chaque fois qu'elle se couchait, c'était le squelette de son mari qui se glissait à ses côtés. Ses enfants continuaient de rire et de discuter normalement avec lui, sans voir l'horreur que ses yeux elle percevaient. Elle vivait dans la peur constante qu'un jour, la voix invisible lui arrache aussi ses fils ou ses filles. Un soir, lors d'une réunion, la sentence tomba. Tu as bien profité de nos bienfaits. Maintenant, tu dois nous offrir ce qui t'est le plus cher. Le temps est venu. Amina comprit qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Elle sortit de la réunion tremblante, le cœur serré. Le lendemain, son mari lui dit calmement. « Bébé, ce soir je pars avec notre fils aîné. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Elle sentit que la promesse des esprits s'accomplissait, après le mari, c'était maintenant l'enfant. Désespérée, Amina se confia à une voisine croyante, qui l'amena voir un grand pasteur de Libreville. Là, elle éclata en sanglots et raconta toute son histoire. Les réunions nocturnes, les œufs jetés dans la rivière, la poussière donnée à son mari, les conteneurs magiques, le squelette dans son lit. Le pasteur l'écouta en silence, puis dit « Amène-moi tes enfants. Vite. Nous allons prier. » Elle courut chercher ses 4 enfants, mais quand elle revint, le 5e manquait, son mari l'avait déjà emmené. Au temple, on pria toute la nuit. Les murs tremblaient, les voix s'élevaient, et Amina sentait que quelque chose se déchirait dans l'invisible. Mais le lendemain matin, un drame éclata, sa maison avait brûlé entièrement. À l'intérieur, son mari et l'enfant avaient péri dans les flammes. Amina s'effondra. 3 jours plus tard, ce fut ses voitures qui prirent feu. Puis, une semaine après, ses boutiques flambèrent à leur tour. Tout ce qu'elle avait bâti pendant des années disparut en fumée, comme si une main invisible effaçait méthodiquement chaque trace de sa richesse. Le quartier entier était sous le choc. Les gens murmuraient, donc c'est vrai. Elle avait fait un pacte, tout comme Kenza. Certains pleuraient, d'autres la jugeaient. Mais Amina, elle, ne disait plus rien. Ses yeux étaient vides. Elle n'avait plus que ses 4 enfants pour lesquels se battre. Un jour, à l'église, après de longues semaines de prière, elle déclara d'une voix faible mais déterminée. « J'ai tout perdu, mais j'ai gagné le Christ. Et c'est tout ce qui compte maintenant. » Ainsi se termina l'histoire d'Amina, une femme qui avait cru trouver la richesse dans le secret des ténèbres, mais qui n'avait récolté que douleur et ruine.